السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. القناة تحوي فيديوهات عامة موجهة للجميع وفيديوهات خاصة لأعضاء مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية. إذا أردت أن تكون واحدا منا فانخرط في المؤسسة وارسل لنا بريدك الإلكتروني. Fondation, elle milite pour l'histoire, pour l'écriture de l'histoire de la Wilaya 4 historique. Donc elle a été conçue ou bien elle a été faite par deux parties. Les anciens combattants ou bien les anciens moujahidines de la Wilaya 4, présidés par d'un des colonels, stratégique, et une partie de jeunes enseignants ou bien journalistes ou bien de jeunes qui aiment l'histoire, comme moi et comme pas mal de gens qui sont là. Donc elle a été faite, on a commencé déjà à travailler depuis 1998-95, mais on a eu le statut officiel à partir de 2002. Actuellement on dit fondation, mais on est une association. Voilà. Donc ce que vous voyez ici dans la salle, ils font partie, ça c'est une partie de la fondation. Il y a les anciens cadres, comme il y a les capitaines de zone, il y a des lieutenants, on a des gens d'un peu partout, donc ils sont venus de toutes les wilayas de la wilaya 4. Il y a des anciens moujahidines, il y a des jeunes, il y a des membres du bureau, il y a aussi un staff d'enseignants qui font le travail au sein de la fondation. Notre but au départ, c'était, comme on n'avait pas d'archives, il fallait enregistrer des témoignages. Donc on a commencé, ça fait presque une vingtaine d'années, je dirais bien une vingtaine d'années, à enregistrer les derniers témoins qui étaient vivants. Donc on est au stade presque final, parce qu'il ne reste pas beaucoup et parce que c'est l'âge, vous savez, les meilleurs qui sont encore jeunes, ils ont plus de 70 ans actuellement, et même avec les maladies et tout ça, donc on est au stade presque final. Donc l'état actuel, on est au stade base de données, on est en train de formaliser ce qu'on avait déjà fait et d'essayer de faire une base de données de témoignages. Alors, le sujet qui nous tient tous à cœur, et c'est pour ça qu'on est là, je pense que c'est les deux colonels de la Wilaya 4. Donc, je vous présente, la Wilaya 4 a été dirigée par 7 personnes, dont 3 sont restés après l'indépendance, et c'était vivant après l'indépendance, Bitat, Amran et le colonel Sadr, et plus notre colonel, qui est notre président actuel. Et il y en a 3 qui sont morts pendant la Révolution. Alors, je commencerai par le colonel Bougara, c'est Mohamed, le colonel Bounama, Djilali Bounama, et le colonel Saleh Zamou. Alors, il n'y a que Saleh Zamou qui a la définition, elle est connue, il est enterré à l'Alia, le cimetière national des Chouhada algériens. Donc, les dépouilles des deux colonels, Bounama et Bougara, pas retrouvés, pas de traces, pas de témoignages. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse depuis tant d'années. On a tant milité pour récupérer l'histoire de la Wilaya 4 et ça nous tient tous à cœur de retrouver les dépouilles de ces gens-là. Voilà. Après, je pense une année ou 2 ans, ils nous ont dit, moi j'ai vu l'ancien ministre des anciens combattants Kader Ali quand il est venu en Algérie, et il nous a dit clairement et nettement, moi et le premier vice-président M. Taïbi, il nous a dit qu'il fallait une demande officielle pour avoir une réponse officielle. Alors après 2012, on a sollicité les Algériens, enfin le ministère des anciens moujahidines, la présidence, on a fait des demandes, on a écrit des lettres, en leur disant en fait une demande officielle au nom de la Wilaya 4, ça nous tient tellement à cœur. Et je pense que ça a été évoqué dernièrement lorsque notre ministre des anciens moujahidines, M. Zitouni, est venu en France, il a enfin parlé de problème des disparus, y compris, je pense, nos disparus, qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est-à-dire nos deux colonels de la Wilaya 4. Voilà. Société, on vous entend avec conscience, c'est surtout, nous avons 2 gars, c'est Mohamed et c'est Mohamed, c'est notre chouchou. D'abord, j'ai parlé avec le ministre des combattants français à l'ambassade. J'ai dit, les 2 personnes, c'est Mohamed, il était blessé. Nous avons des renseignements et un soldat français nous a informé qu'il était blessé. Après, il les a tués. Et c'est Mohamed, c'est connu dans les soldats français, c'est un bonhomme qui est très connu. Alors, aussi, il l'a ramené ici à l'ambassade. Son frère, il est venu connaître son corps. Oui, c'est ça, c'est Mohamed. Alors, c'est ça que nous avons des renseignements. Nous avons plus. Alors, j'ai dit... son cousin, son خالته. مش هو الاخر كيقولوا محفوظ قولوا له.
c'est Mohamed, famille de Chafou. Chafou, Oui. reconnaître son frère. C'est ça, c'est ce que nous avons de renseignements. Alors, on a écrit tous les ministres, tous les présidents français, on l'a écrit. Alors, il n'y a pas de réponse. Le dernier, le président, il nous a répondu. Alors, c'est l'État qui devrait écrire au président français. Alors, nos sociétés, le plus grand, le wilaya 4, le plus grand wilaya, le plus grand, puis les soldats aussi. Nous avons 12 000 soldats. Alors, le français Tachal, on a plus de 3 000 soldats. Alors, ici, le peuple était avec nous. Alors, d'abord, nous avons rencontré le général Boulanger, le commandant Simon. Moi, j'étais dans les commissions sur le peu. Alors, on a discuté beaucoup sur le cas des prisonniers qui disparaissent. Mais nous, on insiste que le corps de c'est Mohamed qui revient enterré en Algérie. Merci Ahmed. Sur Wilaya 4, on a fait une démarche avec l'administration des anciens combattants en Algérie. On avait dit qu'on porterait notre soutien pour tout ce qui concerne les disparus français, que ce soit militaires ou bien civils, au sein de la Wilaya 4. On a même fait une démarche en Wilaya 2, à Mila, concernant un certain nommé capitaine Bushman. Je pense que vous êtes au courant. Moi-même et une équipe d'information est partie à Mila. On a récolté des témoignages, on a essayé d'avoir des résultats concrets. On est même arrivé au colonel Ali Kafi, qui est le dernier colonel de la Wilaya 2, qui devait donner des renseignements. Malheureusement, il n'a pas voulu, il est mort juste après. Mais nous, on avait fait l'effort. On a dit à l'ancien directeur qu'on est disposé en tant que fondation à faire les recherches au sein de la Wilaya 4, parce que là, on domine. C'est notre géographie, c'est nos anciens combattants, c'est notre administration. Donc on peut avoir des données sur le territoire de la Wilaya 4. Voilà. Oui. Que pour moi, c'est... Bienvenue. Merci. Bienvenue. C'est un élément important parce que ça me permet de rencontrer des témoins comme vous, messieurs, des porteurs d'histoire, comme vous le disiez vous-même. Et je crois que l'objectif que ce soit des Algériens ou des Français, c'est effectivement non pas de juger, parce que ce n'est pas notre sujet, c'est surtout d'essayer de cauteriser les plaies, puisque c'est vrai que tant que, et c'est nos civilisations, tant qu'on n'a pas, on ne peut pas se recueillir sur la dépouille de nos disparus, c'est toujours très, très difficile et très douloureux pour toutes les familles, que ce soit les familles algériennes, les familles françaises. Et je veux dire, pour ce qui est de notre part, donc moi je suis responsable des archives du ministère de la Défense. Il y a, j'allais dire, une communicabilité des archives par définition, c'est-à-dire que les archives sont ouvertes sous réserve de, bien évidemment, il y a des restrictions, comme dans toute archive, mais je dirais que 99% des archives sont complètement ouvertes. Et malheureusement, je dirais que les archives, elles parlent quand elles existent. Et malheureusement, la situation dans laquelle nécessairement une guerre plonge tout le monde fait que les documents d'archives existent ou n'existent pas. Et on peut avoir aussi des archives qui ont existé et qui n'existent plus parce qu'elles ont été abîmées par le temps, parce qu'elles ont été mal conservées, parce que je dirais que l'intérêt pour les archives n'est pas toujours non plus la priorité de tout le monde, mais qu'en tout état de cause, il y a vraiment, en tout cas du côté français, il n'y a pas de difficulté à faire parler les archives sous réserve
qu'elles existent. Et puis je dirais aussi qu'il y a un autre aspect, c'est que les archives, elles ne sont pas conçues autour de personnes en tant que telles. Elles sont conçues autour d'événements, autour de ceux qui les ont versés. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas un dossier correspondant à telle personne. C'est-à-dire que, et c'est, j'allais dire, le cas des archives de façon générale, dans le classement est fait qu'on a des bouts d'histoire répartis dans un tas de documents. Et du coup, ça rend toujours très difficile l'appréhension des archives. Et quand on ne connaît pas la problématique des archives, on pense, parce que c'est l'imaginaire de tout le monde, on pense qu'il suffit de prendre un dossier et que tout est dedans. Mais il n'y a pas un dossier avec tout dedans. C'est-à-dire qu'il y a une atomisation des informations. Et là, c'est le travail de l'historien, justement, du chercheur, que nous essayons de faciliter, et qui, lorsqu'il vient à Paris, on lui ouvre les archives, on regarde ce qu'il veut regarder. Et c'est souvent, le collationnement de petites informations qui permettent de retrouver les choses. Et donc, c'est simplement cet élément que je voulais donner pour expliquer que les archives sont quelque chose de compliqué. Non pas parce qu'il y a une volonté de cacher quoi que ce soit, c'est que c'est un petit peu comme l'aiguille au milieu de la botte de foin. Il faut arriver à trouver les bonnes informations. Et c'est d'ailleurs, un des charmes des archives, c'est que quand on plonge dans les archives, on tire la ficelle, puis on s'aperçoit qu'il y a plein de choses, et on se passionne par le sujet. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, ce que je voulais aussi dire, c'est que je suis très honoré d'être parmi vous. Et puis de pouvoir échanger avec des personnes telles que vous qui avez vécu ces événements. Est-ce qu'on peut vous poser une question? On peut toujours, oui. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais... Je pense que oui. Au niveau de vos archives, est-ce que vous détenez les photographies? On peut avoir des photographies. Je vais vous dire pourquoi. Au Maquis, on adorait se faire photographier. Si bien que la guerre de libération en Algérie a engendré des milliers de photos. Moi, personnellement, quand j'ai été fait prisonnier, je devais détenir une centaine de photos sur moi. Et, bien entendu, ces photos ont été prises par l'armée française. Et, bien entendu, on adorait se faire photographier, mais sans aucune autre arrière-pensée. J'étais en prison, donc, ici à Alger, et un officier français m'avait dit à l'époque, j'avais posé la question, on avait plus ou moins un petit peu, l'atmosphère était détendue, j'ai posé la question, comment vous m'avez identifié? Parce qu'on avait tous des noms d'emprunt. Il m'a dit, c'est grâce à vos photos. C'est vos photos qui nous ont permis de vous identifier un par un. Et nous savons qui vous êtes et d'où vous êtes venus. Moi, j'étais venu du Maroc. Alors, pour du Maroc jusqu'ici, il fallait également savoir, avec un nom d'emprunt, etc. Et bien entendu, ces photos ont été prises. Second point, au niveau des transmissions dans les maquis, il fallait détruire les documents. On ne gardait pas l'archive. On détruisait absolument tout, sauf le code. On ne gardait que le code. Et encore, le code, il fallait le planquer. C'est bien simple. Ma station radio, elle est toujours sous terre, à ce jour. On ne l'a jamais retrouvée. C'est pas moi qui l'a cachée. Enfin, je la cachais avec des gens qui connaissaient le terrain mieux que moi. C'est pour ça que je vous pose la question concernant les photographies. On m'a dit qu'au niveau des archives françaises, il y avait un stock astronomique de photos. Et c'est à partir de ces photos, nous actuellement nous détenons certaines photos, il y a des gens, on ne sait plus qui c'est. On ne sait plus qui c'est. On a dit qu'il est décédé, il est mort, il avait un nom d'emprunt. On ne sait pas qui c'est. Vous pouvez aujourd'hui trouver pas mal de livres qui ont été écrits par des anciens moudjahidines. Certains ont placé des photos dans leurs livres, dont moi-même, j'en ai vu. Il y a des gens, on ne sait plus qui c'est. Alors si vous voulez, je voulais savoir, est-ce que vous les détenez dans le cadre de vos archives, et est-ce que vous avez l'identification des personnes qui figurent sur les livres? Alors d'abord, les détenir, je ne dirais pas qu'on les détient, on doit en détenir certaines, parce que c'est comme quand je parlais des documents tout à l'heure, on détient ce qui a été correctement archivé et déposé. Donc
dans les faits, nous avons de nombreuses photos, dont certaines on a pu identifier éventuellement parce que il y avait des choses écrites derrière ou des choses comme ça, mais sinon c'est une opération qui est très compliquée à faire. Oui, oui, c'est certain. Très compliqué. Donc on a, je crois, beaucoup de photos qu'on peut situer dans le temps, situer un peu dans l'espace. De là à avoir des photos vraiment identifiées en tant que telles, j'en suis pas persuadé. C'est-à-dire que oui, moi ça doit être partiel, certainement. ça va être très très partiel. Mais des photos, on en a effectivement, et ce sont des documents qui sont intéressants par définition. Quand vous disiez que toutes les archives que vous aviez pendant les événements étaient détruites, c'était général ou c'était pour la... C'était une consigne. C'était une consigne qu'on avait au niveau des transmissions. Les transmissions, spécifiquement les transmissions. Hein. Dès qu'on émettait un message, on rédigeait un message, parce qu'on était en même temps opérateur, chiffreur, dépanneur, on était tout en même temps. Hein. On rédigeait un message, on l'envoyait par morse, bien sûr. On n'utilisait que le morse, c'était interdit, la graphie la phonie était interdite, à cause des captages. Aussitôt, il fallait détruire les documents. Par le code, donc les messages, le contenu des messages, on l'a trouvé ensuite à l'extérieur, dans les structures qui se trouvaient au Maroc ou en Tunisie. Et les messages réception, la même chose. Quand on réceptionnait un message, on le communiquait donc au colonel de la OEA, en l'occurrence le colonel Bouira, dont j'étais le collaborateur, et aussitôt, il fallait détruire le document. On les gardait pas. Mais d'accord, donc elles étaient détruites au niveau des transmissions, Oui. au niveau de la structure Concernée. Là, par contre, il y avait une conservation quand même. Ah non, 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 on détruisait le document complètement. On en prenait connaissance et il fallait le détruire. En cas de ratissage, en cas d'opération, il fallait éviter de laisser un document traîner. Oui, c'est logique. Bien sûr. Ça, c'est logique, ça, c'est d'accord. C'est pour ça que, conséquence, les archives dont nous disposons, dont dispose l'Algérie, sont essentiellement des archives historiques qui étaient au Maroc ou en Tunisie, ou en Libye. Celles de l'intérieur, elles sont extrêmement rares. C'est la raison pour laquelle la Fondation, si vous voulez, l'objectif de la Fondation OEA4, c'était de recueillir avant tout des témoignages des gens encore vivants, ou des témoins ou acteurs. Nous, enfin, en ce qui me concerne, j'avais l'avantage d'être et témoin et acteur. Si vous voulez, donc c'est important. Disparu, le reste, il n'y a plus rien. C'est la raison pour laquelle la Fondation OEA4, le colonel Hassan, s'est attelé à cette tâche en priorité. On a ratissé pratiquement toute la OEA4, commune par commune, douar par douar, pour recueillir des témoignages. En arabe dialectal, en français? La majorité, oui, parce que la majorité des... Oui, ou en arabe dialectal. L'arabe Oui, c'est ça. l'arabe dialectal, quoi. Et il y a rarement les Arabe gens qui algérien. parlent... En arabe algérien. Ah, oui, oui. Rarement qui parlent le français, ouais. Et les Bon, documents, moi, j'ai une question. Les documents qui étaient à l'extérieur, ils ont été rapatriés? Ah oui, oui, sont ils ont été restés- rapatriés, ils sont aux mains du ministère de la Défense depuis toujours, et une partie se trouve aux archives nationales. Bon, Et ces documents, vous pouvez les consulter aisément? Il y a une interaction avec pas les toujours. fondations? malheureusement non. Malheureusement, Il y a eu non. beaucoup de réticences et on continue à se battre pour essayer d'y avoir accès d'une manière systématique. Quel est le mécanisme institutionnel en Algérie pour consulter une archive? Il y a l'archive nationale, C'est quoi la démarche C'est difficile. Vous savez, l'état d'esprit, c'est pas la même chose, c'est autre chose. Ça. Est-ce qu'il y a une commission d'accès aux documents Vous pouvez faire une administratifs? demande qui peut durer des années. Vous attendez toujours. Nous-mêmes, on s'est heurté à des difficultés incroyables pour des archives, j'allais dire presque publiques. Bon, je reprendrai côté archives, il dirait aussi qu'on a des archives qui ont été récupérées, comme le disait M. Moulessi, qui ont été récupérées après l'indépendance dans les wilayas ou bien dans les institutions, la SACE ou bien les DOM, après l'indépendance. Ça, c'est des archives que les Français avaient récupérées pendant la Révolution et que la wilaya 4 a repris après l'indépendance. Voilà. Donc, on en a des archives concernant des
déchiffrer les photos, on a quand même des documents très importants qu'on détient actuellement au sein de la Fondation. On les a récupérés des moujahidis qui étaient à ce moment-là dans les commissions de Sicile, ou bien qui étaient des cadres à l'époque et tout ça. Ça englobe notre manque de données d'archives actuelles. Bon, moi ce que je voulais reprendre, c'est que nous on a commencé il y a une vingtaine d'années, on n'avait rien. Absolument rien. On n'est pas des archivistes, on n'a pas une formation dans ce sens. La partie avec qui on travaille, c'est la majorité du parti illettré, donc c'est difficile. Lorsqu'on a commencé, on n'avait rien. Comme a dit Amir Mustafa, on avait uniquement les témoignages des gens vivants et certains documents. La majorité des gens qui travaillaient n'étaient même pas des historiens. Donc moi j'ai fait philo à la fac, donc je connaissais rien à l'histoire. Donc lorsqu'on a commencé, mais avec le temps, avec les recoupements, on a quand même pu constituer, je dirais pas l'histoire de la Wilaya 4, mais le guide de l'histoire de la Wilaya 4. C'est-à-dire actuellement, après 20 ans, on connaît très très bien la structure de la Wilaya 4. On connaît ce qu'on peut donner. Il y a quand même une banque de données très importante. Mais côté français, c'est différent. C'était des soldats. C'est une armée qui datait d'une centaine d'années, ou bien plusieurs années, je ne sais pas moi. C'était une administration très, très importante, très acharnée, qui écrivait beaucoup. Il y avait des organismes très bien ordonnés. Lorsque l'armée française faisait des opérations, c'était bien rédigé, bien écrit. On a même des documents qui décident de ça. Bon, je reprendrai le cas de colonel Bougra et colonel Si Mohamed. Je dirais que c'était des opérations bien strictes, bien précises. Je rappelle à M. Marc aussi, qu'on a signé une convention il y a quelques années avec l'association FNACA. C'est l'association des anciens combattants français, donc le président à l'époque, M. Marat, qui est mort, voilà. Il est venu ici, on l'a reçu à un certain moment. On devait faire une collaboration, on devait leur donner des témoignages concernant certains cas, et eux, en contrepartie, ils devaient nous remettre certains témoignages. On a reçu un témoignage, on a reçu certains témoignages, parmi eux un témoignage concernant la mort de Si Mohamed, du colonel Si Mohamed. C'était des anciens militaires français qui avaient assisté à l'opération et qu'ils ont accepté, sous la demande de M. Marat, de donner leur témoignage. Donc, les anciens combattants français, c'était bien sûr grâce à M. Philippe Pagès à l'époque, donc ils avaient compati à l'idée de faire un échange concernant les témoignages. Donc je reprendrai ça. Une administration qui était bien précise et bien stricte, qui avait des dossiers classés et tout ça, qui ont été remis, je pense, aux archives nationales françaises. Donc, et de l'autre part, il y a des militaires français bien organisés qui faisaient partie d'une armée régulière et qui sont ordonnés, tout ça, voilà. Donc l'information, elle est plus importante et plus rigide du côté français que du côté algérien. Nous, les anciens combattants de la Wilaya 4, enfin les anciens militants de la Wilaya 4, je dirais, ils sont éparpillés un peu partout, ils sont illettrés dans la majorité, donc c'est difficile de faire un regroupement. Mais côté français, c'est différent. Donc, dans notre recherche, ou bien dans notre démarche, pour retrouver, je dirais, la vraie histoire, et après on parlera des corps. C'est plus facile de faire le travail côté français actuellement, là où on est, après tant d'années, que du côté algérien. Voilà. De pouvoir récupérer certaines données du côté algérien. C'est pour ça qu'on a sollicité, il y avait toutes ces années, l'aide du côté français. Lorsqu'on a parlé hier ou après, on a dit le moment est très important aujourd'hui. Pourquoi? C'est même au sein des archives nationales, ils ne peuvent pas nous aider. Ça sera un travail à long terme, et ça sera long de nous donner des résultats ou je ne sais pas quoi. Côté anciens combattants français, c'est aujourd'hui ou jamais, c'est le moment de récolter des informations. Et d'avoir des informations et de rejoindre les deux bouts. Comme ça, on aura une vraie histoire ou bien une vraie fin de ces deux personnages. Je reviens sur, vous dites à juste titre que les armées françaises avaient nécessairement une organisation administrative, ce qui est évident. Je dirais quand même, il faut avoir en tête que même les administrations les mieux organisées n'ont pas toujours le bon réflexe en matière archivistique. C'est-à-dire que je pense que une grande partie de ce qui a été écrit à l'époque, de tous les rapports et autres, ont dû être bien déposés, donc on doit les avoir. Ils sont consultables sans difficulté majeure, mais on ne peut pas exclure qu'il y en a une partie qui a dû disparaître au fil du temps parce qu'il n'y avait pas la conscience de l'importance des choses. Vous savez, les archives, par définition, alors même si
ça nous fait souffrir, et même Jean-Bert encore plus que d'autres, c'est pas la première des préoccupations. Hein, c'est pas la première des préoccupations. Souvent, c'est ce qu'on laisse au secrétariat en disant bon bah on ne sait pas quoi en faire, faites quelque chose avec. Et puis c'est beaucoup plus facile d'attraper un sac et de flanquer aux ordures que d'avoir une démarche plus scientifique de classement, de versement, etc. Donc je dirais que par définition, on doit avoir la grande majorité de ce qui a pu être écrit, mais il y en a une partie qui, à mon avis, est perdue pour l'histoire. Mais je dirais que c'est un peu classique. Hein, c'est un peu classique. Mais déjà, si je veux dire, la richesse de ce qui existe déjà permet quand même d'avoir déjà une bonne photographie. Vous parliez des témoignages oraux. Finalement, vous avez pu recueillir combien de témoignages à peu près? Des milliers de témoignages. Près de 26 000. Voilà. Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille. Moi, je ferai une autre approche, si vous me permettez, du cas Bushman. Je pense que vous êtes au courant, ou bien vous allez être au courant. Moi, j'ai compati à ce cas, personnellement, parce que, enfin, à part la religion, ou à part ce qu'on est en train de dire actuellement, que les musulmans ne s'intéressent pas autour de leur mort, c'est pas vrai. Ça, c'est humain, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que Mme Bushman elle-même, quand elle a fait la demande, enfin, du côté français ou du côté algérien, elle a bénéficié d'une approche très importante. Tout le monde a compati à sa crise ou bien à sa demande. Et on a fait tant de recherches pendant tant d'années. On a fait une démarche administrative très importante au niveau de la défense, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la wilaya. Ils sont partis même sur le terrain. Bon, eux, à l'époque, ils n'ont pas allé aux anciens combattants, ils n'ont pas attribué les moujahidines à cette phase. C'est pour ça que ça n'a pas abouti. Ils ont éliminé un côté très important. Ils ont fait une démarche administrative. Mais je pense que c'est tout l'État algérien qui avait compati l'histoire et qui en a tant fait. Et c'est Mme Bushman, moi je compatis à son histoire et l'histoire de son mari, mais le capitaine Bushman, pour certains, c'était un capitaine de SAS, pour nous. Hein. Donc moi j'ai fait des témoignages sur lui, il a fait tellement d'horreur dans la région où il était, horreur au sens, à notre sens. Quoi. Pour l'armée française, c'était un héros, il avait fait son travail et il est mort en héros, je compatis à tout ça. On n'est pas là pour refaire l'histoire. Mais de notre côté, on a deux colonels, je dirais colonel. C'est des gens qui ont tant fait pour l'Algérie. C'est des gens qui sont morts en héros. Pour Naama, on a ramené une équipe spéciale de la Corse, je pense, un commandant spécial qui avait fait une opération vraiment très importante et on a pris le corps le jour même, témoin vivant. Si Mohamed est mort dans le maquis, témoin algérien, témoin français, on a récupéré le corps. Moi, c'est difficile d'avaler ça après tant d'années, mais on ne va pas dire après tant d'années que l'armée française ne détient pas d'archives concernant ces deux opérations. C'est pas normal. C'est une armée qui est connue dans le monde entier. Alors on va nous dire aussi que l'armée française ne détient pas d'archives concernant la Libye ou la Syrie ou je ne sais pas ce qu'elle a fait. C'est pas vrai. C'est imaginable pour moi. C'est pas ce que je disais donc. Voilà, c'est pas imaginable. Il y a des éléments d'archives qui ont été largement communiqués à chaque fois que quelqu'un s'y est intéressé, donc ça, il n'y a pas de sujet. Il y a qu'une chose, c'est que la fin du dossier, malheureusement, pour l'instant... Voilà, on n'a pas abouti. Ce qu'on peut retracer, ce sont les opérations de l'armée française, puisque chaque unité tient ce qu'on appelle un JMO, un journal de marche et d'opération. Tous les jours, on indique ce qui se passe, avec plus ou moins de précision. Donc cela, normalement, nous avons ces documents, et ils sont communicables. Donc on peut retracer les opérations contre les deux colonels. Il y a aussi, et j'étais archiviste de la gendarmerie, les procès-verbaux de gendarmerie. Après les engagements, j'en ai vu, les gendarmes sont là, regardent les cadavres, expliquent si on trouve des papiers, pas de papiers, essaient d'identifier les corps. Et j'ai essayé de travailler sur les tirailleurs sénégalais, ceux-là qui vous intéressent aussi. J'ai vu le procès-verbal, ce jour-là, c'était un grand engagement qui a duré très longtemps. Il y avait 51 morts algériens, n'est-ce pas? Et ils n'avaient pas de papier. Donc ils disent 51 morts, ils ne disent pas s'ils ont trouvé 2 personnes noires, parce que c'était facile à identifier. Non. Donc il y a aussi les procès-verbaux de gendarmerie qu'on a souvent.
Donc voilà, ça ce sont des documents factuels qu'on a la plupart du temps. Après, le reste, tout n'est pas forcément écrit. Et les Gémeaux, ils sont attachés, donc ils les conservent. Il y a beaucoup d'autres documents qui ne sont pas forcément conservés. Par exemple, si on trouve des photographies sur un cadavre ou sur un prisonnier, je pense qu'elles sont exploitées tout de suite. Parce que, est-ce qu'on peut retrouver des personnes qu'on connaît, etc. Après, on n'a pas forcément le réflexe de les conserver et de les envoyer en métropole. Vous imaginez, c'est pas le réflexe du militaire. Le militaire, il est là pour monter l'opération, expliquer ce qu'il a fait, voir s'il peut aller plus loin après, mais pas forcément de garder des photos, parce qu'on a aussi des photos à titre privé que des militaires ont conservées et nous donnent après coup, faites par eux, n'est-ce pas, mais pas des archives publiques et qui pourraient être... Sur les photos, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand vous témoignez en disant, finalement, c'est au travers des photos qu'ils ont réussi à m'identifier, c'était à l'époque, à mon avis, un élément très opérationnel, qui permettait de... Je veux simplement ajouter ce que dit madame est très exact, en ce qui concerne les procès-verbaux de gendarmerie. Quand il y a une opération, nous avons eu confirmation concernant la mort du colonel Lotfi, de l'AOIA 5. On s'est basé d'ailleurs sur le procès-verbal de gendarmerie. S'il y avait eu 1001 versions disant le colonel Lotfi est mort, il a été vendu par les transmissions... D'abord, on a retrouvé, effectivement, c'est les gens de l'AOIA 5, entre autres M. Oufrablia, qui est allé, je crois, à Vincennes ou je ne sais pas où, il a ramené le procès-verbal de gendarmerie, dans lequel figurent tous les détails. Les personnes qui étaient avec lui, ils étaient 4 ou 5 combattants, et l'accrochage, les résultats de l'accrochage, le nombre les morts et les blessés, et les prisonniers. Tout figurait dans le procès-verbal de gendarmerie. Donc probablement c'est la même chose pour le colonel Simouane et le colonel Simouane. C'est certain que l'on peut retrouver le procès-verbal de gendarmerie qui va nous donner ces détails-là. Je sais que c'est très, très important et ça doit être, si vous voulez, infaillible. Dans la mesure où on arrive à mettre la main sur ce procès-verbal. Mais une partie aussi du côté français, c'est les services spéciaux, comme vient de me dire notre ami. Les services spéciaux, on a appelé cette partie dans l'histoire de la Wilaya 4, c'est la guerre psychologique. La guerre. Enfin, là ça, Stop, SDEC, je sais pas quoi, il y a tellement DST, etc. Et ces gens-là, c'était des gens spécialisés. On ne va pas nous dire que c'était des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était des gens qui connaissaient tout le monde. On a tellement souffert, enfin, je me permets de dire malgré que je n'ai pas vécu la période. Mais la Wilaya 4 a tellement souffert, c'est beaucoup plus pas l'armée régulière, mais c'est à cause de ces gens. Voilà, ça c'est officiel. Alors, les archives de toutes ces administrations, de tous ces bureaux qui existaient en Algérie, je pense qu'elles sont au sein des archives nationales aussi françaises. Pas nécessairement. D'une part, quand vous évoquez des difficultés de communication, il n'y a pas de difficulté en tant que telle, c'est-à-dire que tout citoyen, qu'il soit français ou étranger, peut faire une demande et en gros la mise à disposition des... Par carton, monsieur. Par carton. On donne une archive précise. Vous pouvez, et si vous devez revoir une autre archive, vous leur dites voilà, je voudrais voir cette archive, vous pouvez encore refaire une demande. Non, c'est pas par carton. Non. On peut faire plus qu'un carton. La communication physique, c'est par 5 cartons déjà. Hein, donc, déjà, il ne vous donne pas le carton, monsieur. Il ne vous donne pas le carton. Hein. Il vous transmet ça sur un ordinateur, vous le voyez. Quand c'est numérisé. Non, ils sont numérisés. Mais la communication, je veux dire, pour moi, ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut communiquer. Tous les documents qui sont archivés, sauf ceux qui sont sous dérogation, peuvent être consultés sans difficulté particulière. Il faut en gros, entre le moment où on commande, entre guillemets, ce que l'on veut voir, il faut 3 à 4 jours. Il y a un historien. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans, où il fallait 3 semaines pratiquement pour arriver à avoir accès. Je dirais que sur le service historique de la Défense ne peut pas exiger, entre guillemets, des services
le versement de leurs archives. C'est eux qui versent selon leur rythme. Et les services secrets dont vous parlez, ceux qui dépendent du ministère de la Défense, versent à leur rythme. Et il y a encore sur ces services-là des archives que nous n'avons pas encore, qui sont encore dans les archives des services en question. J'ai pas qualité pour exiger de les avoir. Donc, j'aimerais beaucoup les avoir, parce que je trouve que ce sont plus pour moi des documents, j'allais dire, d'action, ce sont des documents qui appartiennent à l'histoire. Et bien évidemment, j'aimerais beaucoup qu'ils soient déposés pour que les chercheurs, les historiens puissent faire leur travail. Malheureusement, je ne dirais pas que je les ai pour l'instant. J'ai ça commence à arriver un petit peu, mais j'ai même des documents antérieurs, y compris des années 40, que je n'ai toujours pas encore, et que j'aimerais bien pouvoir effectivement récupérer pour les répertorier, pour qu'on puisse avoir des outils de communication, des chercheurs, des historiens. Très bien. Moi, lorsque on nous a répondu en 2010, disons que le ministère, nous on avait écrit au président de la République française et aussi au ministre de la Défense. On avait fait cette archive. Donc on avait bien raison. Donc moi je dis, ils avaient dit à l'époque qu'ils avaient fait un groupe de travail pour ce sujet-là, le sujet des deux histoires. Donc, est-ce que vous avez une idée sur ce groupe de travail, sur sa finition? Je sais que le ministre, il y a eu un changement interministériel après, mais moi je fais confiance à la République française, pardon pour la Fondation et pour l'Algérie, mais je me souviens que lorsque M. Marek, le président de la Fondation FNACA, est mort, celui qui est venu après, il a écrit une lettre au colonel Hassan lui disant qu'il respecte et il est fidèle à la convention que l'avait fait. Donc je sais que ça ne change pas côté français. Donc vous n'avez pas... Quand le service historique de la Défense a été interrogé, il a répondu. Et là, nous avons la trace des lettres que nous avons écrites 2009, 2010. Donc quand on nous interroge, nous répondons. Mais sur les documents que nous avons, et pour le colonel Bounama, vous avez bien dit que c'était une unité qui venait de Corse, n'est-ce pas? On sait que c'est un régiment de parachutistes, c'est le 11e choc, mais il dépend du SDES, il dépend des services. Et ces archives, nous ne les avons pas. Vous voyez, donc nous répondons en fonction de ce que nous avons, de ce que nous savons. Mais, comme dit M. Lochet, il y a des documents, vous voyez, de 1940 qu'on ne nous donne pas encore parce qu'ils les considèrent comme tellement secrets, alors que les documents de la dernière guerre sont tous ouverts. Ça a été encore réaffirmé solennellement par notre gouvernement, même les documents à caractère judiciaire, où le délai est plus long. Donc on n'a pas forcément la réponse à toutes vos questions. Heureusement qu'on s'est rencontrés. Je pense que les anciens combattants de la Wilaya 4, les militants de la Wilaya 4 ont fait cette association pour écrire leur histoire tant qu'ils sont vivants. Même si l'État algérien ne le fait pas, même si personne en Algérie ne fait l'effort, ils avaient dit à ce moment-là, on ne mourra pas en laissant notre mémoire comme ça. C'est ça le combat, c'est pas un travail pour nous, on est tous des bénévoles, vous savez, on n'est pas payés pour faire ça. C'est du bénévolat pour essayer de récupérer notre histoire, malgré toutes les difficultés et les problèmes qu'on a ici. Mais lorsqu'on a décidé, enfin lorsque notre colonel, notre président avait décidé d'écrire, de faire cette démarche vis-à-vis des Français, c'était une démarche humanitaire, ça n'avait rien à voir d'une structure ou d'une administration. Il avait dit que, comme disaient certains, il y a un moment, que le respect qui était entre, je dirais pas soldats, mais entre combattants était ça. Voilà. On discutera. Mais par définition, tout ce qui pourra être fait sera fait. Après toutes ces démarches, est-ce qu'on arrive à diriger des résultats positifs pour la récupération de ces corps? Oui, mais justement le problème c'est que pour l'instant je n'ai pas de réponse définitive. C'est-à-dire que je n'ai pas les éléments qui permettraient, si je les avais, j'allais dire vous les connaîtriez déjà. Mais bon, c'est comme, je veux dire, des documents, on en récupérera encore probablement, on aura peut-être
au détour de tout ce qu'on recevra, on aura peut-être des informations qui permettront justement d'avoir des réponses, c'est ce que je souhaite en tout cas. Mais malheureusement, je ne sais pas le garantir. Et est-ce que n'importe quel citoyen peut consulter ces archives? Quelles sont les démarches et les procédures à faire pour pouvoir y accéder? Et est-ce qu'au niveau du centre des archives, il y a les archives de la période 1830, la période de pénétration française? Bien sûr. Parce que moi je m'intéresse particulièrement à la pénétration française dans l'ouest de la Mitidja. Est-ce que... à des archives en gros qui remontent au XVIe siècle, 16e, 17e siècle. Donc la réponse, le 19e siècle, nous avons des éléments bien évidemment, et ils sont consultables, il n'y a aucune difficulté. Et comme je disais tout à l'heure, les archives, ce n'est pas les archives qui appartiennent à l'État, c'est les archives qui appartiennent aux citoyens de façon générale. Et quand je dis citoyens, c'est les citoyens français, mais toute personne, qu'il soit algérien, américain, italien, marocain ou autre, tout le monde a un droit d'accès aux archives. Donc il n'y a pas de difficulté en tant que telle, personne ou autre. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est 99% des archives qui sont détenues par le service historique de la Défense sont consultables sans difficulté. Et donc, quand vous voulez faire une recherche, c'est le service historique de la Défense au château de Vincennes, donc à Vincennes, qui pourra répondre à votre demande, vous aiguiller. Ce que l'on ne sait pas faire, j'allais dire, parce que il me faudrait 10 fois plus de monde, c'est que je ne peux pas faire la recherche à la place du chercheur. Par contre, on est là pour aider le chercheur, alors ça peut être un généalogiste, ça peut être un historien, ça peut être un écrivain, enfin, peu importe. Toute personne qui veut chercher, on peut les aider à utiliser les outils de recherche. C'est-à-dire pour pouvoir repérer ce qui les intéresse, savoir dans quelle série il faut aller chercher, etc. Ça, on sait aider. Par contre, on ne sait pas faire des recherches à la place du chercheur, parce que, je dis, il me faudrait facilement 3 fois plus d'effectifs que ce que je dis aujourd'hui. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus en tant que tel. Et vous pouvez avoir de l'information aussi. On a un site sur un site du SHD, un service historique de la Défense. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez tomber sur le site où vous avez toutes les informations sur comment on peut consulter. Donc, vous êtes les bienvenus et je ne demande qu'une chose, c'est de vous recevoir un jour à Vincennes, ça sera avec grand plaisir. Les anciens Moudjahides de la Wilayat, je leur donne la parole. Commencez. Soyez les bienvenus dans un pays libre et indépendant qui a beaucoup donné pour la souveraineté algérienne. C'est grâce à ce pays. Soyez les bienvenus, on est chez nous indépendants. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai été arrêtée et torturée par l'armée française. Je ne regrette pas, parce que notre but a été réalisé. On a eu ce qu'on a voulu. Et il y a toujours une continuité. Je remercie mes frères moudjahidines qui sont là à la recherche de l'histoire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont voulu effacer notre passé, qui est noble et digne. Mais il y a encore des hommes. Nous sommes en train de lutter contre cette jeunesse, de la faire suivre le bon chemin. Nous n'arriverons jamais pour les dérouter. Quant à la jeunesse algérienne de notre génération, a beaucoup souffert. Et notre cause, pourquoi qu'on a pris le maquis? On a choisi de mourir pour libérer ce pays. On est chez nous, mais on n'a pas de place. Nous sommes tous des musulmans arabes mauresques. C'est par ces paroles-là qu'on a été traités. Moi, personnellement, quand j'allais à l'école, je lisais l'histoire de Jeanne d'Arc. Je me disais, pourquoi pas un jour l'Algérienne, elle m'en fera autant. Et je l'ai fait. Dieu m'a aidé. Et je l'ai fait.
J'ai aidé mon pays avec honneur et dignité. Je suis issue d'une grande famille militante, des grandes révolutionnaires. Chez nous, c'était le maquis, avant le déclenchement de la Révolution. Je suis l'élève de mon frère, Sylvain Dadi, commandant. Il m'a toujours essayé, il m'a inculqué l'histoire d'Algérie pour lutter avec courage et dévouement. Et grâce à Dieu, son vœu a été exaucé. Ce qu'on a voulu, on l'a eu. Grâce aux gens qui sont morts, qui ont versé leur sang pour la souveraineté algérienne. Nous, on ne demande rien. Je crois que mes frères qui ont passé avant moi, on ne demande rien que l'histoire de nos hommes qui sont incognito, qui sont morts. C'est tout ce qu'on demande. Quant aux Français, lorsqu'ils sont morts en Algérie, leur corps a été rapatrié en France. Quant à nos hommes, pas de signe de vie. On demande l'endroit où sont enterrés. Moi, personnellement, mon frère, c'est le même cas, ainsi que tous mes frères algériens. On ne demande rien. Nous, si on a souffert, c'est avec honneur pour défendre notre pays. Je suis prête à reprendre les armes, s'il y a quoi que ce soit. Mais pour une lutte valable. Nous, ce qu'on demande, c'est de nous montrer les corps de nos frères, où sont-ils, où ils sont enterrés. Est-ce que jetés dans la Seine de France? Ou est-ce que les os ont été broyés, mélangés avec du ciment, avec lesquels ils ont construit en France? Nous connaissons l'histoire et nos hommes où sont passés, comment ils sont morts. Je remercie mes frères moudjahidines qui sont là. Et c'est grâce à cette minorité qui nous reste, c'est un grand trésor pour l'Algérie. Je remercie la grande militante, Narima, qui est en train de combattre et de lutter. Nous, on s'est reposé et elle a pris la relève. Je lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage. C'est grâce à elle, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont aidée. Elle parcourt comme une gazelle dans les montagnes. Moi, personnellement, plusieurs fois, j'étais avec elle. On allait dans des grottes pour voir où sont nos frères moudjahidines, où ils se sont réunis. Il y a des endroits vraiment qu'elle est allée voir, je n'oublierai jamais, que Dieu viendra, Inch'Allah. Et c'est ça, c'est une qui était avec nous, tel que Hassiba Ben Bouali, Fadila Hadj Ahmed Noura, et d'autres, beaucoup d'autres militantes. Et je crois que j'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie de votre invitation chez nous, espérant que vous prenez en compte cette réunion. C'est des gens valeureux de valeur. Ils se sont réunis. Ici, c'était pour une cause valable. On compte sur vous de nous rendre la réponse des questions qui vous vont poser. Je vous remercie. À vos convictions, à vos convictions, vous avez faites de convictions identiques à celles que vous venez de décrire, et je la respecte complètement, et vous remercie pour votre témoignage. Merci. Ensuite, sur le fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif de ma présence, c'est de faire en sorte que on essaye d'arriver à trouver les réponses aux questions qu'on se pose, que vous vous posez, que nous aussi on se pose, puisque vous évoquiez le fait que nos militaires français avaient été rapatriés, pas tous, bien évidemment. Même si une minorité, c'est toujours ça. Toujours ça. Et c'est ce que je disais, c'est la douleur humaine de quelqu'un qui veut savoir, elle est légitime, et tout ce qu'on pourra faire, on le fera, mais comme je disais, on ne peut faire qu'avec ce que l'on a. Donc, c'est notre volonté, je crois, commune. Maintenant, après, on ne peut pas inventer les choses que l'on n'a pas, mais
on est là pour essayer de travailler. Ça nous a fait plaisir, merci. Merci. Bonjour, c'est M. Philippe Pagès, dont beaucoup de gens le connaissaient. C'est le nouveau directeur de l'administration des anciens combattants ici en Algérie. Voilà, c'est aussi notre invité. Bienvenue. Alors, qui ont fait partie de l'échange qu'on avait fait avec l'ancien directeur, M. Philippe Pagès. On avait permis de faire des enregistrements collectifs. C'est-à-dire qu'il y avait des Français qui sont venus, qui ont fait des enregistrements au sein de la Fondation et qu'on devait nous-mêmes faire le travail contraire. Nous, on ne l'a pas fait, mais on a toujours accepté que des Français, que ce soit des chercheurs ou des journalistes, viennent en Algérie pour faire ça. Elle a fait partie d'une émission télévisée, je pense, c'était une chaîne française qui est venue, BFM, voilà, qui a fait un travail au sein de la Fondation. Et on a beaucoup d'autres qui ont fait un travail avec monsieur, je pense, André. André. Voilà, ce bonhomme avait fait un travail avec des cadres. Enfin, il a fait un échange militaire français, combattant algérien. Il a fait un travail. Et il a déposé ici en Algérie au Cinémathèque, il a fait la même chose en France. Et c'était vraiment une synthèse, un travail vraiment remarquable qui avait relaté une histoire commune. Voilà. Comme disait le bonhomme, nos ennemis intimes, voilà, c'est ça. Il a fait un travail dans ce sens. Je voudrais simplement savoir, par acquis de conscience, ce que sont devenus nos compagnons ou nos chefs, sans vouloir en faire un mythe. Ensuite, on vous remercie d'abord de votre collaboration et de votre visite. Vous êtes toujours les bienvenus en Algérie. Vous voulez faire d'autres recherches, nous sommes à votre disposition. Et notre progéniture également est à votre disposition. Merci. Je vous remercie et je dirais que par rapport aux deux derniers témoignages, il y a vraiment, je le répète et le redis, il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas des archives exhaustives par définition, puisqu'on est maintenant dans l'écriture de l'histoire et comme vous le dites, de la façon la plus dépassionnée possible. Merci pour cette matinée qui a été très riche d'échanges et surtout de témoignages. Vous avez été porteur de très beaux témoignages qui sont aussi l'histoire. Donc je vous remercie. Si je peux me permettre, je ne devrais pas parler après le représentant français, mais j'ai tenu à ce que notre représentant vous rencontre, parce que j'ai voulu qu'on se souvienne que Philippe Pagès a vraiment fait un effort important avec le soutien de l'ambassade, qu'il avait avec votre fondation une relation plus que de partenaire, on va dire, et que ça me paraissait important que notre représentant français recueille un petit peu vos avis, vos positions. Vous qui pour certains ont été des acteurs, comme vous le dites, nous on vient après. On veut effectivement que tout ça se passe dans un climat de passionnés. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que maintenant le sujet est porté à haut niveau. La présence de notre représentant français en témoigne, et que c'est important que justement ça puisse être discuté à ce niveau-là, puisqu'on s'est bien aperçu que en restant en deçà, on avait peine à avancer. Donc moi je crois dans la volonté des hommes de construire, d'apaiser, et c'est dans cette démarche-là que nous nous positionnons. Voilà.